Hello! Dans cet épisode enregistré début 2024, je reçois Léa Nyang, consultante et formatrice en communication inclusive. Une conversation passionnante où on parle de son parcours, de comment elle accompagne les entreprises vers plus d'inclusivité et de son podcast Woke Up Nation qui donne la parole aux entrepreneuses et entrepreneurs minorisés. On aborde aussi les défis de l'entrepreneuriat militant et comment elle trouve son équilibre entre ses convictions et les réalités du marché. Voici ma discussion avec Léa. Bonjour Léa. Hello Jade. Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast et que tu aies accepté mon invitation. Je te suis depuis quelques temps. Nous avons pu échanger même professionnellement ensemble il y a quelques mois. Et je suis du coup tes épisodes de podcast qui sont passionnants. Et du coup, j'étais très heureuse de pouvoir t'accueillir sur le podcast. Donc, tu fais partie en fait d'une série d'invités justement sur une thématique beaucoup plus focus inclusion et diversité. Et c'est dans ce cadre-là que je t'ai demandé du coup d'intervenir sur le podcast. Et aujourd'hui, on va découvrir ton parcours, tes motivations, qu'est-ce qui t'a amené là où tu es. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Trop bien. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aussi. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Léa Nyang. Je réfléchis à comment j'ai envie de me présenter. J'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans le mois prochain. Je me définis, moi, comme féministe, comme une personne queer. Me définis aussi comme carteronne. Ça veut dire que je suis un quart métis. Mon père est franco-sénégalais, ma mère est française. Voilà, j'aime bien me situer comme ça. Et pour ce que je fais dans la vie, je suis consultante en communication inclusive, consultante et formatrice en communication inclusive. Donc je vais dans les entreprises, dans les écoles pour animer des ateliers, donner des outils aux pros de la communication ou aux futurs pros de la communication pour mieux intégrer les diversités dans leur manière de faire de la com, dans un but de changement social et sociétal durable. Ok, très bien. Tu as toujours exercé dans le secteur de la communication ? Moi je suis à mon compte depuis 5 ans, enfin depuis fin 2018 exactement. Et quand je me suis lancée à mon compte, j'ai commencé directement dans la com et le marketing digital très précisément, en faisant beaucoup de community management et de social ads. J'ai été longtemps spécialisée, enfin j'ai encore d'ailleurs quelques clients là-dessus, sur les meta ads précisément, sur Facebook ads et Instagram ads. Et j'ai fait pas mal de stratégies éditoriales, etc. pour des boîtes ou des organisations de manière plus globale. Du coup, c'est seulement fin 2020 que je me suis spécialisée en communication inclusive, donc plus sur une partie formation et conseil. Du coup. Ok. Pour revenir un peu avant de t'être lancée à ton compte, tu as été salariée ? J'ai pas du tout été salariée. Enfin, j'ai été salariée seulement pour mon alternance de fin d'études. D'accord. Donc j'ai fait une prépa, ensuite j'ai fait une école de commerce. J'ai été diplômée du coup fin 2016. Et fin 2016, du coup, à l'obtention de mon diplôme, j'ai cherché un job dans un secteur qui s'est avéré très fermé puisque je cherchais un poste de responsable de projet dans une fondation d'entreprise, forcément. Enfin, c'était mon critère obligatoire, sauf que c'est des postes qui sont assez peu accessibles pour des profils juniors. Donc j'ai vraiment galéré à trouver, j'ai pas trouvé, et j'ai décidé du coup de bifurquer et de réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps, c'était de partir en sac à dos. Donc je suis partie en Asie pour ce que je prévoyais être un tour d'Asie de 8 mois, et j'ai fini par m'installer en Indonésie et je suis restée 2 ans et demi. Et du coup, je me suis lancée en freelance à peu près 6 mois avant de rentrer en France. Et c'est comme ça, que je me suis lancée à mon compte. Mais du coup, non, j'ai pas été salariée, à part pour des jobs saisonniers ou des choses comme ça, ou des moments où j'avais besoin de trésorerie. Voilà. D'accord, ok.
Quand tu le racontes, ça a l'air évident pour toi, de t'être lancée à ton compte, d'être freelance. T'avais déjà dans ton entourage des personnes qui étaient à leur compte? Comment toi ça t'a paru, logique que tu commences, ta carrière professionnelle comme ça? Alors c'était pas du tout logique parce que avec le recul maintenant je m'en rends compte, mais en école de commerce par exemple, on nous présente pas cette option en fait Mmh. d'être freelance, d'être entrepreneur. Enfin la voie toute tracée, c'est trouver un CDI dans une Mmh. grosse boîte et faire carrière. Enfin, je pense que la mentalité, c'est plus trop de faire carrière dans la même boîte pendant 40 ans, mais en tout cas de gravir les échelons et de rester dans des postes sécures, CDI, etc. Donc non, c'était pas du tout une option. Et je me suis un peu lancée là-dedans dans l'urgence parce que bah, quand j'étais en Asie, à un moment, je suis arrivée à court d'économie et il Mmh. fallait absolument que je trouve un moyen de faire de l'argent pour ne pas avoir à rentrer en France trop tôt. Et il se trouve que donc à ce moment-là, je vivais à Bali. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Rose d'ailleurs, qui est une américaine, qui elle était déjà freelance depuis plusieurs années en tant que graphiste et qui m'a vachement encouragée à enfin, penser une manière de travailler à distance. Aujourd'hui, ça Mmh. peut sembler enfin quelque chose de complètement lambda parce que bah, le Covid est passé par là et du coup tout le monde s'est mis à travailler en remote. Mais bah à l'époque, enfin j'avais 24 ans, c'était pas du tout dans les manières de penser le travail ou de concevoir ma carrière ou ma vie d'ailleurs. Et du coup, j'avais pas du tout pensé à ça, mais du coup, elle m'a un peu coachée, si on peut dire, pour me lancer. J'ai commencé avec des missions très basiques de rédaction d'articles. Mmh. Et voilà, au fur et à mesure, bah, j'ai pris goût à la liberté que ce statut permet. J'ai un peu moins pris goût à l'instabilité que ce statut Mmh. a pour conséquence, mais voilà. Et du coup, depuis, bah, j'ai été tentée, on m'a reproposé des CDI, on m'a reproposé des postes en entreprise, et je crois que je suis trop attachée justement à cette liberté à la fois d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue géographique, enfin d'un point de vue aussi de prise de parole, qui est permis par le statut freelance et le statut indépendant. Je pense que c'est pas, je me vois très mal retourner dans un statut salarié en tout cas. Mmh. C'est vrai quand on y a goûté, c'est un peu Mm. compliqué, même si Ouais. on voit beaucoup d'entreprises, bouger les lignes du salariat et offrir, des cadres, plus ou moins, flexibles. Mais c'est sûr qu'on a du mal à renoncer à Ouais, à tout ce qu'on a acquis c'est clair. en étant freelance. J'ai fait aussi des études de communication, j'ai fait des études de marketing et pendant les études, mais on parlait, d'inclusion, de diversité et cetera. Je voulais savoir comment, toi tu t'es décidée à te spécialiser là-dedans? Comment ça t'est venu? Alors, déjà ça vient d'un truc très personnel. Enfin, moi je me considère comme, féministe, militante féministe depuis de longues années. C'est des sujets qui m'ont toujours, hyper intéressée, et j'ai commencé à questionner les sujets d'inclusivité de manière globale, bah, autour du Covid, quand on n'avait pas grand-chose d'autre à faire que d'écouter des podcasts et regarder des vidéos TikTok et lire des bouquins. Et c'est un peu là que ma vision du féminisme et du militantisme a switché d'un féminisme blanc vers quelque chose de plus intersectionnel et de plus global. Et du coup, bah, j'ai vraiment développé ces thématiques-là d'abord en perso, en rejoignant des assos, en lisant des bouquins, en écoutant des podcasts, etc., en allant à des conférences. Et du coup, sur le plan pro, en parallèle, bah, je continuais ces missions de social media dont je parlais tout à l'heure, de marketing digital. Et il est arrivé un moment où, en fait, ce que je faisais sur le plan pro rentrait trop en contradiction avec mes convictions perso. Enfin, il y a vraiment eu un moment, un déclic. Je travaillais pour un client à une époque en tant que community manager, un client enfin, dont la cible principale c'est des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. Enfin, il y a eu deux moments où on n'était pas trop d'accord. Le premier moment, c'était sur l'utilisation de l'écriture inclusive, où le client était pas du tout ouvert à la discussion.
Enfin, je peux entendre qu'on veuille pas, après discussion, qu'on décide de pas adopter l'écriture inclusive, mais là, c'était vraiment un refus catégorique d'aborder le sujet. Et il y a eu un deuxième moment où le client a refusé d'utiliser des photos de garçons avec les cheveux longs, parce qu'il considérait qu'un garçon, ça n'a pas les cheveux longs. Et du coup, là, c'est vraiment entré en contradiction, et je me suis dit, en fait, là, c'est plus possible de continuer, à moi donner de mon temps et de mon énergie et de mes compétences professionnelles pour des organisations qui non seulement ne questionnent pas tous les stéréotypes de genre, de race, de classe, etc., mais qui en plus contribuent à les renforcer. Et du coup, c'était vraiment un tournant dans mon activité freelance où je me suis dit, en fait, là, c'est plus possible parce que si je continue à faire ça, comment dire, je vais entrer dans une forme de dissonance. Je vais rentrer dans une forme de dissonance cognitive qui va être trop importante et du coup, je vais pas pouvoir juste continuer mon activité. Et du coup, c'est là que je me suis dit que, en fait, il y avait des manières probablement d'inciter les organisations et de manière plus générale, toutes les personnes qui font de la com, de les inciter à mieux prendre en compte le fait qu'il existe des diversités, le fait qu'il faille mieux les représenter, le fait qu'il faille prendre en compte et questionner ces stéréotypes, ces biais internalisés, etc. Et du coup, c'est comme ça que je me suis petit à petit dirigée vers cette spécialisation et cette activité de conseil et de formation. Ok. Tu disais que t'as toujours été féministe et ces questions t'ont toujours touchée. À chaque fois, j'aime bien poser la question parce que moi, par exemple, ces sujets revenaient très peu et c'est que très récemment que je me suis réellement penchée sur ces sujets-là parce qu'autour de moi, personne ne parlait de ces sujets-là. Toi, comment c'est arrivé dans ta vie ces sujets ? Comment tu t'y es intéressée je pense que déjà quand on est une femme ou en tout cas quand on est sociabilisé en tant que personne, en tant que personne sexisée, je pense que c'est quelque chose qui est là, qui est latent. Enfin, on se rend bien compte dès le plus jeune âge que il y a des choses qui sont injustes, que il y a un truc qui cloche quoi. Donc je pense que j'ai toujours questionné ça d'une manière assez théorique et sporadique. En revanche, je pense que mon entrée vraiment dans le mouvement féministe, il s'est fait par le biais du mouvement body positive, qui a été un mouvement très 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 présent au début des réseaux sociaux. Le plus loin que je me souvienne, je pense que c'est autour de 2013, 2014, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement quand Instagram a été lancé. Mais moi, personnellement, c'était un moment où j'étais fin d'adolescence, jeune adulte, et j'avais rapport très très compliqué avec mon corps. Et du coup, la naissance de ce mouvement body positive, déjà, ça m'a permis de me réconcilier moi en interne avec mon corps, même si ça a pris des années et des années. Mais surtout, ça m'a permis d'entrer dans le féminisme par le biais des normes de beauté et des normes de genre, des stéréotypes de genre. Et en fait, vraiment, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, en fait, on s'intéresse aux normes de beauté. Du coup, on s'intéresse aux stéréotypes de genre de manière plus globale. Ensuite, on se rend compte que ces stéréotypes de genre-là ou ces normes de genre-là, c'est pas les mêmes pour les femmes blanches que pour les femmes racisées. Et du coup, c'est pas les mêmes discriminations qui sont vécues par les femmes en situation de handicap que des femmes qui le sont pas. Et du coup, ça, en fait, on peut plus s'arrêter de déconstruire tout ça en même temps. Mais je pense que vraiment mon entrée, ça s'est fait par ce biais-là. Ouais. Et ça, d'ailleurs, ça m'a vachement aidée d'un point de vue personnel aussi. Ça a vraiment changé ma vie d'un point de vue alignement. J'aime pas trop ce mot, mais d'un point de vue bien-être et alignement personnel, quoi. Ok. Tu nous disais justement cet alignement, tu t'as voulu le prolonger du coup dans ton activité professionnelle. Comment ça se traduit tes missions de communication inclusive ? Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples pour qu'on cerne bien le sujet et sur quoi tu interviens ? Ouais, alors moi j'interviens beaucoup quand même, faut le dire, sur de la formation, sur de la sensibilisation, parce que je
Enfin, je pense, c'est mon interprétation, mais j'en ai discuté avec beaucoup de collègues de la diversité et inclusion. Mais le marché français est quand même pas mal en retard sur les questions de diversité et d'inclusion par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, le Canada, etc., qui sont beaucoup, beaucoup plus avancés sur ces sujets-là et qui sont plus dans enfin, qui sont déjà dans le faire, alors que nous, on en est encore, je pense, au stade de réfléchir, de penser, de commencer à mettre en place des actions, sauf quelques entreprises qui sont particulièrement avancées. Donc, je fais pas mal de formations et d'ateliers de sensibilisation. J'en ai 4 en gros. J'en ai un qui est centré sur le langage inclusif, donc pas seulement l'écriture inclusive, mais vraiment le langage inclusif. Donc comment on représente mieux tous les genres, comment on représente mieux la réalité des genres à travers le langage. J'ai un autre atelier qui est celui de se défaire des stéréotypes de genre dans la com. Un autre qui aborde la représentation des personnes LGBTQIA+ dans la com. Et un dernier qui parle des biais racistes dans la com. Donc ça, c'est le principal de mon activité, mais j'interviens aussi sur des missions de conseil. Donc soit sous forme d'intelligence collective, où moi je fais partie du panel d'experts et d'expertes qui réfléchissent, ou moi qui organise et qui facilite des ateliers d'intelligence collective en interne, que ce soit par exemple pour réfléchir à construire une charte d'inclusivité, construire une charte de langage par exemple dans une entreprise. Et voilà, et j'interviens aussi sur la... Alors, il n'y a pas vraiment de terme, mais le terme qui s'en rapproche le plus, le terme qui s'en rapproche le plus, c'est ce qu'on appelle le sensitivity reading. Le sensitivity reading, ça se prête plus au monde littéraire, mais c'est le fait d'être là en relecture d'une campagne, d'un communiqué de presse, d'une stratégie de com, etc., mais avec des lunettes inclusivité, entre guillemets, pour pouvoir spotter, pour pouvoir repérer ce qui pourrait poser problème. On peut, comment dire, repérer où est-ce qu'il y a des stéréotypes, comment certains biais personnels se représentent dans la manière dont on a pensé une campagne, par exemple. Voilà. Ok. Ok, je vois bien. Quelles sont les typologies d'entreprises qui font appel à toi? Est-ce que tu as remarqué une typologie particulière ou... Pas vraiment. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment varié. En me lançant, je m'étais dit que ça serait surtout des petites startups avec des gens déjà éveillés sur ces sujets-là, déjà sensibilisés, qui me solliciteraient. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Enfin, il y a vraiment tout. Il y a des grands groupes, il y a des agences de pub, des écoles spécialisées en com et en pub ou en design. Enfin, vraiment, ça dépend. C'est des collectifs de freelance aussi. Enfin, c'est vraiment typologie hyper variée. Ok. T'as senti une évolution positive dans le nombre d'entreprises qui s'intéressent à ces sujets, ou même au lieu d'être au niveau de l'entreprise, mais des personnes qui s'emparent de ces sujets et qui, au-delà de se renseigner, etc., mais passent à l'action ces dernières années? Je pense qu'on est clairement sur sur une avancée. Enfin, on va vers le mieux. Ça, c'est sûr. C'est des sujets dont les entreprises s'en prennent de plus en plus. Je pense que aussi il y a des lois qui passent par là. Enfin, à un moment, il y a plein de nouvelles réglementations qui arrivent et qui obligent les entreprises à s'intéresser au sujet de RSE, et pas seulement les sujets environnementaux, qui ceux-là sont déjà largement abordés par les entreprises, mais aussi les sujets sociétaux, et donc les sujets de discrimination, de stéréotypes, de représentation, de justice sociale, etc. Donc je pense qu'on va vers le mieux. Je pense aussi qu'il y a de plus en plus d'agences et indépendantes qui se montent pour aborder ces sujets-là et pour justement accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Et donc ça, je trouve ça bien. Je trouve aussi que, et après ça, c'est peut-être parce que moi je suis dans une bulle un peu militante, mais
j'ai quand même l'impression que beaucoup de personnes qui se lancent sur ces sujets-là, surtout en surtout en indépendantes, sont des personnes qui sont de plus en plus politisées, enfin qui vraiment abordent ce sujet de diversité et d'inclusion de manière politisée et pas de manière trop lisse, vraiment qui disent les termes, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que je pense que c'est ça qui nous fait défaut en France. Il y a plein de sujets pour lesquels on n'ose pas dire le mot. Enfin, rien que sur les questions d'antiracisme, en fait, bah, on a vraiment du mal à poser le mot racisme. On a du mal à dire qu'en France, on est raciste. Alors que, bah, oui, on l'est. À un moment, il va falloir poser les termes, parce que, en fait, si on pose pas les termes, bah, on va pas pouvoir s'y attaquer, tout simplement. Et on l'a fait avec le sexisme, on l'a fait grâce à MeToo, etc. Et ça, on a avancé là-dessus, même s'il reste énormément de chemin à faire. Mais, bah, voilà, le fait de poser les mots, de donner des chiffres et de partager des témoignages, bah, ça a permis de se rendre compte de l'ampleur du phénomène et donc de commencer à imaginer des solutions et de commencer à embarquer des gens dans ces processus de changement. Mais bah, sur plein d'autres questions, sur les questions de racisme, sur les questions de LGBT-phobie, sur les questions de validisme, bah, on n'est pas assez mature et on n'est pas prêt et prête à mettre les mots et du coup ça nous bloque, je pense, dans la recherche de solutions. Et du coup, pour revenir à la question initiale, donc je pense que ça change d'un point de vue des prestataires de services qui abordent ces sujets-là et qui interviennent en entreprise. En revanche, je constate quand même que côté entreprise, ça a du mal à dépasser le stade de sensibilisation, quoi. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est vraiment... Enfin, c'est déjà une première step vraiment hyper importante. Et évidemment que c'est méga, méga important de commencer à se sensibiliser. Et dans des grosses boîtes qui ont jamais abordé ces sujets-là, bah évidemment que c'est la première étape et évidemment que il faut le faire. Mais moi, je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression que souvent les entreprises elles se contentent de ça et elles considèrent que bon allez on a fait une sensibilisation pour le mois des fiertés, allez on a fait notre taf sur les questions LGBT pour l'année, quoi. Alors que j'aurais envie et on aurait besoin collectivement, on aurait besoin que ça aille beaucoup plus loin que ces sensibilisations là et qu'il y ait des actions qui soient mises en place de manière concrète, quoi. Voilà, c'est un peu l'état des lieux que moi je dresse aujourd'hui. En fait, est-ce que on pourrait dire que il y a de la part des entreprises, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il y a peur d'être trop clivant par rapport à l'audience, mais en même temps, si les entreprises n'embarquent pas dans le mouvement, etc., et n'éduquent pas à leur tour le public, et ben ça n'avancera jamais, quoi. Ouais, et puis même c'est un cercle vicieux qui se retrouve même chez les prestataires de services dont je parlais à l'instant, parce que du coup, vu que les entreprises sont pas demandeuses d'interventions très militantes et très clivantes, pour pouvoir vendre, les prestataires doivent lisser leurs messages et édulcorer leur contenu, etc. Et du coup, on se retrouve à vendre des solutions un peu édulcorées. Ça plaît aux entreprises et du coup avec le bouche à oreille on se retrouve un peu bloqué dans un cercle où on peut plus repolitiser ou remilitantiser notre contenu et du coup on se retrouve bloqué dans un niveau de surface et c'est un peu embêtant, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais, sur dire les termes, etc. Ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré c'était un tout début du podcast. Je remettrai, je pense, le lien dans la description parce qu'il fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, qui est l'interview d'une personne, d'un Français qui est parti aux États-Unis et qui forme des membres du gouvernement aux questions LGBTQIA+. Et qui me disait que ce qui l'a poussé aussi à partir, c'était justement parce que la France n'embrassait pas la réalité, alors qu'aux États-Unis, il y a des études, enfin, en fait, tout est, même si c'est assez, ça rend les gens pas forcément d'accord sur le fait de faire des études de race, etc. Mais en même temps, ça pose les choses. Et ça met devant une réalité qu'on peut pas réfuter, et c'est pas juste on dirait que, etc., etc.
Et du coup, à partir de là, des vraies actions sont mises en place et ils avancent beaucoup plus vite. Et on avait notamment par rapport au terme handicap, où il me disait, ça me choque toujours quand je vois en France qu'on utilise le mot handicap et qu'on n'utilise pas le mot neuroatypie. Et il me fait, il y a plein de choses comme ça qui montrent que, en France, on est vraiment en retard sur ces questions-là. Et c'est notamment parce que il y a un refus d'embrasser une réalité et de mettre vraiment les mains dans le caca, si je puis dire, pour réellement faire changer les choses et pas juste être dans des discours, la parole, des promesses, enfin ce qu'on a l'habitude d'entendre qui commence à nous fatiguer un peu, beaucoup. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Mais Mm. en fait, le problème en France, c'est qu'on a ce principe d'universalisme Mm. où on voit pas les couleurs et tout est censé être pareil pour tout le monde. Et du coup, oui, ça empêche de voir les réalités individuelles, en fait. Sauf que, pour avoir une société plus accessible, si on s'intéresse pas à c'est quoi la réalité des personnes en situation de handicap et à la diversité des handicaps, en fait, on va pas pouvoir développer des solutions concrètes. Et tu l'évoquais, le problème de l'absence de chiffres. Alors, il me semble que sur les questions LGBT, c'est pas interdit, mais on fait pas d'études en France sur les orientations sexuelles et sur les identités de genre. On a très peu de chiffres. Enfin, on a des études à l'échelle européenne, on a des études aux États-Unis, et du coup, on essaye de faire des parallèles avec la France, mais bon, c'est pas méga fiable. Et surtout, en conférence, par exemple, quand je m'appuie sur ces chiffres-là, je sais que derrière, il va y avoir une question, ah oui, mais ça, c'est des chiffres pour les États-Unis, c'est pas pareil pour la France. Bon, effectivement, mais bon, on n'a que ça comme outil. Par contre, sur les questions raciales, c'est interdit de faire des statistiques ethniques en France. On n'a pas le droit. Et pourtant, moi, je suis une fervente défenseuse de ces études-là. Enfin, je pense que vraiment, on gagnerait, vraiment, on serait 1000 fois plus efficace dans la Mm. lutte contre les discriminations si on avait des chiffres. Mais il y a quelques études. Alors, il faut faire des demandes, etc., pour pouvoir mener certaines études autour de ces questions-là. Mais par exemple, il y a des études sur les recherches d'appartements ou les recherches d'emploi. Alors sans parler de couleur de peau ou de race ou d'ethnie, mais qui sont basées sur la consonance, la sonorité du nom de famille, par exemple. Mm. Et du coup, ces études-là, elles montrent bien qu'il y a des discriminations quand le nom de famille sonne français versus quand il sonne pas français. Enfin, du coup, on a des études un peu bancales parce que encore une fois, on peut pas dire les termes exacts, mais qui montrent bien qu'il existe des discriminations raciales. Et je pense que, juste, c'est faire l'autruche. Enfin, vraiment, c'est Mm. un refus d'adresser le sujet que de continuer à interdire ces études-là. Enfin, vraiment, et tant qu'on n'aura pas de chiffres, de toute façon, ça sera autant difficile pour les militants, militantes antiracistes de prouver leurs propos, parce que du coup, on sera toujours confronté à des contre-arguments du type vous pouvez pas le prouver donc ça n'existe pas, et ça sera autant difficile de trouver des solutions parce qu'on peut pas constater l'ampleur du phénomène tout simplement. Mm. Ouais, je te rejoins tout à fait. Quand justement tu parles des difficultés auxquelles tu te heurtes sur la manière de mener à bien la mission que tu t'es donnée professionnellement, comment tu vis en fait ce militantisme et face à toutes ces barrières, est-ce que t'arrives à faire face et du coup, tu t'es pas usé, ou est-ce qu'il y a des ups et des downs, ou un moment, parce qu'on peut se dire, ouais, des fois on est fatigué de voir qu'on essaye de faire des choses, mais qu'il y a toujours des barrières, que ça avance pas aussi vite. On parle beaucoup de fatigue militante, et du coup, je voulais savoir comment toi tu vivais tout ça. Question compliquée. Quand du coup, je me suis lancée sur ces sujets-là fin 2020 et pendant 2 ans à peu près, j'étais vraiment très impliquée. Je créais beaucoup de contenu. Vraiment, j'étais vraiment dans une démarche de vendre des prestations pour faire bouger les choses en entreprise.
Et là, là, je commence à me remettre dedans et à reprendre du poil de la bête, comme on dit. Mais toute l'année 2023, ça a été hyper compliqué. Je pense qu'avec le recul, je pense qu'on peut parler de burn-out militant, en vrai, parce que ça a été vraiment extrêmement compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que ça a été difficile pour moi de me rendre compte que des sujets qui pour moi me prennent aux tripes et qui même enfin, c'est des sujets qui concernent mon identité propre, en fait. Je suis une personne sexisée, je suis queer et je suis racisée avec un white passing, mais racisée quand même. Et des personnes très proches de moi sont visiblement racisées, donc c'est des trucs qui me... Enfin, c'est du tous les jours, en fait. Et du coup, c'était très compliqué de constater que quelque chose qui est si important pour moi d'un point de vue valeur, d'un point de vue quotidien, d'un point de vue politique, que ces mêmes choses-là étaient considérées comme accessoires par les personnes avec qui je parlais en entreprise. Enfin, vraiment, il y a eu plein de moments où j'étais vraiment en mode, en fait, là, moi, je pleure le soir dans mon lit parce que ces sujets-là sont trop importants et impactent vraiment ma vie. Et pour ces personnes-là, c'est juste une case à cocher sur le rapport RSE de fin d'année, quoi. Et vraiment, c'était vraiment hyper difficile de continuer à vendre. Du coup, c'est un peu à ce moment-là où j'ai fait beaucoup plus de formations et notamment des formations dans des écoles auprès de personnes qui sont plus jeunes, qui sont pas encore sur le marché du travail, qui sont beaucoup plus sensibilisées à ces sujets-là et qui sont plus dans le faire, du coup. Parce que les notions, elles sont déjà assimilées, elles sont pour la plupart vécues aussi dans le quotidien, et du coup, enfin, c'est le step au-dessus, et du coup, ça fait beaucoup de bien d'enseigner et d'échanger avec ces personnes-là qui croient et qui comprennent l'importance de ces sujets-là. Il y a aussi un truc qui est très difficile, et du coup, je l'ai abordé un peu, c'est le fait de devoir lisser mon message et édulcorer mon message pour arriver à vendre mes prestations. Parce que comme tout le monde, j'ai des factures, je dois manger. En fait, c'est mon activité professionnelle et rémunératrice, donc il faut que je dois faire de l'activité. Mais le positionnement militant effraie. Ce que je comprends tout à fait. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent qu'elles ne doivent pas être politiques, qu'elles ne doivent pas être militantes, et qui donc ne font pas appel à des personnes qui ont un discours militant. Donc ça a été aussi difficile parce qu'à un moment je me suis dit en fait je vais pas avoir le choix, je vais devoir lisser mon message et édulcorer mon message complètement pour pouvoir garder cette activité tout simplement. Mais après de longs mois de réflexion, moi j'en suis arrivée à la conclusion que non, je vais pas édulcorer mon message. En fait c'est trop important pour moi de délivrer le message tel que... Enfin, comment dire, que le fond du message que je délivre, il soit militant et il ait vocation à faire bouger les lignes pour de vrai. Là où j'ai un peu bougé de position, enfin un peu mis de l'eau dans mon vin ou un peu bougé de position, un peu fait évoluer le curseur, c'est je pense qu'il faut un peu montrer patte blanche avant de vendre, au moment où on essaye de vendre. Donc pour le contenu créé sur LinkedIn, pour le contenu créé sur Instagram, il faut un peu se calmer. Mais du coup, ma stratégie, c'est plus de lisser en amont, enfin de lisser plus dans la forme. Je pense que quand on lit ce que j'écris, on se rend bien compte que j'ai pas envie de faire de concessions. J'essaie de l'exprimer d'une manière plus gentille, disons, pour moins faire peur. Mais par contre, le contenu que je délivre après en payant, enfin le contenu de mes formations est militant. Enfin, je donne les termes, je réponds aux questions d'une manière franche et qui reflète mes convictions. Voilà. Et je pense que le fait de trouver cet équilibre-là entre comment je communique, comment je réponds aux questions, comment je me présente et quel contenu je délivre, ça m'aide vachement à justement me sortir de ce burn-out militant et mieux faire coïncider
valeurs militantes et entrepreneuriat qui reste dans un monde capitaliste, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a quelques petites concessions. Et oui. Je comprends tout à fait l'approche que tu adoptes dans le sens où je me dis quand on voit des éléments sur les réseaux sociaux, etc., on n'a pas réellement de contexte, donc c'est plus à sujet à interprétation, du coup à créer un personnage qui n'est pas forcément toi, et du coup si tu lis entre guillemets, ou si t'as une approche un peu moins violente, comme tu disais, en fait, quand il rentre en contact avec toi, après, dans la discussion, il cerne beaucoup mieux qui tu es et le travail que tu vas faire. Donc, c'est beaucoup plus simple d'affirmer ce que tu veux apporter sans que ce soit mal perçu ou avec plein d'interprétations qui seraient sûrement erronées, quoi. Donc super intéressant ce que tu nous partages là, et merci pour partager ça, parce que je pense que je dois avoir une discussion presque toutes les semaines avec des personnes entrepreneurs sur comment on fait pour être totalement aligné avec ses valeurs et en même temps remplir son frigo, payer son loyer, etc. C'est pas évident tous les jours. Chacun trouve ses propres moyens. Il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de réponse, de bonne ou de mauvaise réponse, de bonne ou de mauvaise posture, etc. Faut qu'on soit aussi indulgent avec nous-mêmes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, en vrai. Donc on fait au mieux. Et c'est déjà très bien de faire au mieux. Tu parlais à un moment de tes consoeurs et tes confrères sur les thématiques de l'inclusion et de la diversité. Comment tu nourris ce réseau comment t'es en contact avec ces personnes-là? Est-ce que tu peux un peu nous parler de des échanges que tu peux avoir, et comment tu développes ton réseau sur tes thématiques? Alors pour ça, LinkedIn, c'est quand même l'outil parfait pour ça. Je pense que on trouve assez rapidement sur LinkedIn d'autres professionnels de la diversité et de l'inclusion. Je fais partie d'un collectif dans lequel je suis pas très active parce que les événements se passent principalement à Paris et moi je suis basée à Bordeaux. Mais je fais partie d'un collectif autour de la diversité et de l'inclusion qui a vocation à politiser le secteur de la diversité et de l'inclusion. Du coup, on se fédère via ce collectif-là. Et puis, de manière générale, quand je trouve une nouvelle personne avec qui je me sens alignée d'un point de vue prise de parole, etc., c'est pas rare qu'on organise des cafés virtuels pour échanger. Ça fait du bien de pas se sentir seule. Déjà que l'entrepreneuriat, le freelancing, ça peut être une aventure très solitaire. Je trouve que le freelancing militant, c'est encore plus solitaire. Donc c'est vraiment important de bien s'entourer. Du coup, ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques, de ce dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu cette dissonance entre moi, c'est des valeurs qui me touchent au quotidien et de manière très profonde, versus c'est des cases à cocher pour les directeurs et directrices RH, marketing, RSE, etc. Voilà, ça fait du bien aussi, par exemple, dans des moments comme on traverse en ce moment d'un point de vue actualité, qui sont très très intenses pour toutes les personnes militantes et pour toutes les personnes qui sont actives d'un point de vue pro ou perso d'ailleurs sur les thématiques de justice sociale, etc. Parce que entre les lois anti-trans, entre le génocide en Palestine et entre tous les autres génocides, et entre la crise climatique, entre l'extrême droite qui va bientôt arriver malgré nous, enfin malgré nous pas tant, mais on l'a aidé. Voilà, je pense que c'est vraiment important de pas être seul, parce que c'est dur. Mentalement, c'est dur. Donc ouais, les réseaux sociaux pour ça, je pense que vraiment on peut les remercier. C'est clair que c'est super important. Pour illustrer aussi un peu le fait de s'entourer, etc., je fais partie de la communauté Inside Freelancing de Thomas Burbidge, qui a du coup
un positionnement qui est justement de politiser son activité freelance, et avec toutes les valeurs d'inclusion, de diversité. Et rien que la semaine dernière, on avait un cercle de parole sur justement l'écologie, l'éco-anxiété et le fait d'être freelance, comment on le vivait, etc. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de... En plus, il y avait une personne nouvelle qui était dans la communauté et qui commençait à être fatiguée des discours LinkedIn et se retrouvait pas du tout et se disait mais pourquoi je suis freelance en fait, parce qu'en fait c'est pas du tout les freelances que je vois autour de moi, c'est pas du tout la enfin quoi j'aspire, etc. Donc c'est vraiment important de trouver un peu son squad et de pouvoir aller se ressourcer vers ces personnes-là, c'est clair. Donc tu as lancé un podcast qui s'appelle Woke Up Nation. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet? Comment t'es venue l'idée? Puis ce que tu veux mettre derrière et pourquoi tu le fais? Ouais, carrément. Ouais, du coup, c'est un podcast qui s'appelle Woke Up Nation, qui parle d'entrepreneuriat à la sauce wokiste. Alors, je vais peut-être parler de la genèse du projet plutôt d'abord. Du coup, c'est un peu né de cette période de burn-out militant où vraiment j'ai ressenti cette frustration déjà par rapport au secteur de la diversité et inclusion que je trouve vraiment dépolitisé. Ça m'a fait un choc parce que en mars 2023, puis allez, je vais pas le nommer, mais bon, ça va être facilement reconnaissable. Je suis allée à un très grand salon sur les thématiques d'inclusion et de diversité au travail. Et j'ai été choquée, mais vraiment choquée au point d'être en larmes sur le trottoir en sortant, choquée de à quel point ces sujets-là étaient abordés sous un prisme pas politique, sous un prisme capitaliste, mais poussé à l'extrême. Enfin, il y avait vraiment une conférence qui était proposée dans ce salon qui était les investisseurs aiment-ils les thématiques de diversité, quoi. Enfin, genre, est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue investisseur et capital de s'intéresser au sujet de diversité et d'inclusion? Et enfin, vraiment, pour moi, c'est un truc un peu, c'est mindfuck, quoi. Donc vraiment, ça m'a mis une claque pas possible. Et je me suis dit, mais en fait, vraiment, j'étais vraiment en colère, en mode, en fait, ce secteur, c'est un secteur, désolé pour le mot, mais c'est un secteur d'hypocrites. Vraiment, c'est que des personnes qui sont là pour faire du bif sur le dos des personnes minorisées. Et en fait, ça, c'est pas possible. Donc vraiment, je me suis mis dans une posture où je me suis dit, ok, en fait, en haut, on nous entend pas, on refuse de nous écouter, bah très bien. En bas, du coup, nous, les personnes minorisées, on va se fédérer et on va faire tellement de bruit qu'à un moment, ils vont plus pouvoir ne plus nous entendre. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de monter un média, une plateforme, un outil qui permette de donner la parole à ces personnes minorisées qu'on n'entend pas assez, à qui on donne pas la parole, à qui on refuse la parole même, pour que les vécus soient visibilisés, pour que les difficultés qui sont liées à des identités de personnes minorisées soient entendues et soient mises en avant et puissent être adressées. Enfin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, si on se rend pas compte de la réalité des parcours et des gens, on peut pas trouver des solutions, tout simplement. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça sous la forme de podcast, enfin de médias, parce que du coup, il y a une page Instagram associée et une newsletter qui réarrive bientôt. Et du coup, l'objectif avec ce podcast, c'est de donner la parole à des entrepreneurs et entrepreneuses minorisés ou multiminorisés, donc qui cumulent plusieurs aspects minorisés et qui, de manière générale, quand même, prennent déjà la parole sur les sujets d'inclusivité et de justice sociale. Parce que du coup, je veux explorer cette intersection entre entrepreneuriat et identité de personnes minorisées. Et concrètement, je veux que ça puisse donner des témoignages, des outils aussi, pour des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui n'arrivent pas à faire conjuguer l'entrepreneuriat et leurs valeurs personnelles, ou qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que il ou elle
ont peur que leur identité va être un obstacle insurmontable. Voilà, du coup, là, pour l'instant, à l'heure où on se parle, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Il y en a 3 autres qui sont déjà prêts et qui vont arriver un par mois jusqu'à la jusqu'à la rentrée. Voilà. Après, bon, il y a plusieurs. J'espère faire grandir ce projet sous la forme de tables rondes et d'événements physiques et d'épisodes aussi documentaires, parce qu'il y a des sujets que j'ai envie d'explorer vraiment en profondeur. Sur la manière dont l'entrepreneuriat et la Startup Nation française fonctionnent aujourd'hui. Voilà. Trop bien, ce projet est trop cool, je vous invite à aller l'écouter, les 2 premières interviews sont vraiment top. On accède à un discours qui est différent et ça fait du bien, et ça permet d'apprendre aussi énormément de choses, enfin, en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses via ces 2 épisodes, j'ai hâte de voir les prochains. Trop bien. Dans ton podcast, en introduction, tu te présentes et tu définis d'où tu pars pour qu'on comprenne bien, avec l'interview qui va suivre, d'où tu te positionnes et quels sont tes bagages en termes de caractéristiques et par rapport justement au sujet que tu vas aborder sur la diversité et l'inclusion. C'est super intéressant, c'est très rarement fait et je voulais que tu nous en parles un peu de pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui est important là-dedans, surtout quand on vient parler de certaines questions, de pouvoir dire aux auditeurs d'où on se place dans cette société, quoi. Ouais, c'est quelque chose que je fais systématiquement, même dans toutes mes interventions, que ce soit ateliers, conférences, formations, etc. Je me situe systématiquement parce que, en fait, ça me semble tellement évident. Enfin, je le fais pas, par exemple, si je devais aller parler de Facebook Ads, par exemple, je vais pas me situer. Enfin, il n'y a pas d'intérêt spécifique à me situer dans ces sujets-là. Mais quand je vais parler de diversité et d'inclusion, en fait, quand on parle de diversité et d'inclusion, on parle de société, on parle de système. Et on parle de systèmes de domination qui sont le patriarcat, la suprématie blanche, le validisme, l'hétéro-patriarcat, etc. Et nous, en tant que êtres humains qui vivons dans ces systèmes-là, on a certains privilèges qui qui influent déjà notre manière de vivre le quotidien, notre manière d'interpréter certaines situations et certains vécus, et qui aussi nous donnent des biais. Et en fait, je pense que c'est vraiment une des premières étapes quand on veut bosser dans la diversité et l'inclusion, ou qu'on veut commencer à adresser ces sujets-là, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue organisation, c'est admettre qu'on a des biais et que ces biais-là, ils influencent notre manière de faire de l'entrepreneuriat, de faire de la com, mais aussi d'interagir avec les autres, que ce soit de manière formelle ou informelle. Et du coup, en fait, pour moi, se situer, c'est faire ce premier travail d'admettre qu'on parle d'un point de vue privilégié, biaisé, et que du coup, tout ce qui va suivre est empreint de ces privilèges-là et de ces biais-là, et que donc, ils sont questionnables. Et du coup, ils sont... c'est ce que je dis à chaque fois que je prends la parole. Ce que je vais dire n'est pas une vérité absolue. C'est ce que moi, je pense, c'est ma manière d'interpréter la réalité, c'est ma manière d'appréhender des situations que je ne vis pas forcément. Mais du coup, c'est une manière aussi de rester ouvert ou ouverte à la discussion. Et s'enfermer dans son positionnement de personne privilégiée sans admettre que ce même positionnement de personne privilégiée a des conséquences sur le reste et sur notre manière de déconstruire ou non, ou de refuser de déconstruire, pour moi c'est une faute grave, encore plus dans les sujets de diversité et d'inclusion. Donc oui, je le fais systématiquement. Sur certains épisodes du podcast, en l'occurrence, par exemple,
Quand on va parler enfin, j'ai interviewé par exemple une femme racisée, bah, c'est important pour moi de préciser que je suis racisée, mais avec un white passing, c'est-à-dire que bah, la grande majorité des personnes que je croise dans la vie me considère et donc me traite comme une personne blanche. Il y a un épisode là qui arrive avec une personne trans. Bah, c'est important pour moi de me situer en tant que personne cis, une personne cisgenre, donc je ne suis pas concernée par la transidentité, je ne sais pas ce que vit une personne trans, et donc, enfin voilà, ma réalité n'est pas la même que celle d'une personne trans, et du coup, bah, ça peut se refléter dans, je sais pas, mes questions, l'orientation de mes réponses, enfin, c'est important pour moi de poser ce cadre-là au début, quoi. Quand j'ai entendu du coup la manière dont tu te présentais, etc., et que tu te situais, quelques jours après, j'ai une conversation avec une amie et donc sur des sujets de racisme. Et en fait, je me suis dit, si cette amie elle se serait située au départ, peut-être qu'elle se serait rendue compte du privilège dont elle bénéficie et peut-être que son discours aurait été moins radical. Je pense que au-delà de, ben là on est dans un contexte podcast, mais je pense que de se rappeler tout à chacun ses privilèges permet tout de suite d'avoir une conversation un peu plus nuancée et de laisser la place à l'autre sur des sujets sur lesquels on ne peut pas réellement se positionner parce qu'on ne vit pas cette réalité-là. Donc je trouvais important d'en parler ici et d'ouvrir ce sujet peut-être aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre des gens se situer comme ça sur des sujets d'inclusion et diversité, mais je vois la puissance de ce que c'est en fait, quel que soit, enfin n'importe qui gagnerait à le faire au final, même intérieurement. Oui. De se dire bon attends là je vais interagir mais voilà je viens de là et je bénéficie de tel et tel privilège, il faut pas que je l'oublie quoi. Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup pour cette question. Franchement, c'est enfin vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose, enfin c'est un questionnement qu'on peut avoir de manière individuelle, personnelle. Et du coup, ça me fait penser qu'il y a un outil qui existe qui s'appelle la roue des privilèges. Peut-être qu'on pourra mettre le lien. La roue des privilèges et du coup qui reprend en gros, hein, toutes les catégories dans lesquelles il peut exister des discriminations et qui permet de se placer son propre curseur. C'est une roue comme ça, et plus on est proche du centre, plus on est privilégié, et plus on est éloigné du centre, plus on est discriminé. Donc, bah, par exemple, sur les questions de racisme, il y a personnes blanches, plus proche du centre. Ensuite, il y a personnes, alors je sais plus exactement dans quel ordre c'est, mais du coup après il y a les personnes racisées. Sur les questions de LGBTQIA+, bah il y a les personnes, les hommes cis hétéros le plus au centre. Ensuite on a les hommes cis gays et les femmes. Et ensuite on a les femmes lesbiennes par exemple. Enfin voilà, du coup ça permet de mettre un curseur pour se rendre compte bah, sur quels critères je suis privilégiée, sur quels critères je le suis moins. Et j'en profite pour rappeler que le fait d'avoir des privilèges n'empêche pas d'avoir des problèmes. C'est pas parce que on est blanc bourgeois privilégié qu'on n'a pas le droit de souffrir dans sa vie. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est juste que se rendre compte de où on se positionne en termes de privilèges, ça permet de questionner les vécus et les difficultés sous un prisme systémique et pas sous un prisme individuel. Super intéressant, on mettra cet outil en description. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que il y a un sujet que j'ai pas abordé, que tu souhaitais aborder? Non, je pense qu'on a abordé une bonne... on a bien balayé, je pense. Ok. Donc j'arrive aux 2 dernières questions du podcast. La première, bon, tu viens de nous donner un outil, mais est-ce que tu as une ressource à conseiller aux auditeurs, une ou plusieurs, hein, comme tu veux, quel que soit son format? Alors ben moi j'ai envie c'est les deux sujets qui sont un peu hot topic en ce moment, donc j'ai envie de conseiller 2 comptes Instagram.
un qui parle d'antiracisme, qui est assez connu, mais j'aime quand même le reciter, c'est le compte Semblant de rien. D'ailleurs, Estelle, la personne qui tient ce compte, sort un livre cet été qui s'appelle Mécanique du privilège blanc, qui va aider les personnes blanches et les personnes impliquées dans les combats antiracistes à mieux s'outiller. Et un autre compte qui, pour le coup, parle plus de transidentité, qui est le compte de Lexi, qui s'appelle Aggressively Trans, et qui est vraiment un génial compte à la fois de ressources militantes, mais aussi de ressources éducatives autour des sujets LGBT, mais beaucoup plus particulièrement autour du sujet des transidentités. Voilà. Ok, très bien. Bon, on mettra ça dans la description, on ira découvrir ces comptes. Et la dernière question, c'est qui verrais-tu à ta place dans ce podcast? Attends, je réfléchis. Alors j'ai envie Est-ce que je peux donner 2 noms? Oui, tu peux. Trop bien. Ok, alors la première personne que je verrais à ma place, c'est une personne très chère à mon cœur, qui est une amie très proche et qui est aussi entrepreneuse, féministe, militante, qui s'appelle Chloé l'écrivain. Chloé, à la base, elle est coach féministe, mais aujourd'hui, elle facilite des espaces pour les entrepreneuses féministes, enfin, ou en tout cas qui ont envie d'appliquer des valeurs féministes dans leur business et qui ont envie d'avoir un impact sociétal. Voilà, et la deuxième personne, ça serait Jennifer Lufo. Jennifer Lufo qui a fondé l'association Afro-Gameuse, qui milite et qui œuvre pour plus de représentation des femmes racisées, notamment dans les jeux vidéo. Et je trouve que le boulot de Jennifer et de Afro-Gameuse est fantastique. Voilà. Trop bien. Chloé, je vais la recevoir. C'était déjà prévu. Trop bien. Donc c'est parfait. Et puis, je contacterai la seconde personne de ta part pour l'inviter sur le podcast. J'ai passé un super moment avec toi, Léa, sur cet épisode. Merci beaucoup de ton authenticité, de la vulnérabilité aussi que tu as fait part à aborder certains sujets. C'est pas forcément évident, mais je suis sûre que c'est des choses qui qui touchent les gens et qui aident beaucoup de personnes d'aborder ces sujets-là. J'espère te recroiser prochainement. C'était un plaisir et j'espère que tu as passé un bon moment toi aussi. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour cette invitation et pour tes questions. Et j'étais ravie de pouvoir parler de tout ça. Ok, merci beaucoup. Merci. À très vite, Léa. À Ciao. bientôt. Ciao.